Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier sur l'initiative citoyenne européenne. C'est un atelier qui a lieu dans le cadre d'un colloque qui s'appelle Discover Our Europe, qui a commencé hier et qui se termine demain. Un colloque composé d'ateliers, de conférences, de webinaires. Discover Our Europe, c'est un colloque, mais c'est aussi un projet. Un projet qui rassemble 8 partenaires de 7 pays européens différents qui ont pour ambition commune de dépasser les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'Europe en offrant l'opportunité aux citoyens européens d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Union européenne. Donc, c'est pour cette raison que tous les ateliers et colloques sont traduits en anglais simultanément pour permettre la participation aux citoyens européens que je salue, voilà, qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vais citer d'ailleurs, nous sommes 8 partenaires, donc nous travaillons avec The Foundation of Knowledge de Hongrie, avec l'association CICIA de Roumanie, avec l'association DRP-DNM de Slovénie, avec la ville de Pegeia à Chypre, mais également avec l'association Sovogem du Portugal, l'association Cyber Voluntarios d'Espagne, et enfin notre partenaire Eurocircle, partenaire français de Marseille. Très bien, donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'initiative citoyenne européenne, et puis ensuite je laisserai la parole à des porteurs d'initiatives qui vous feront un retour d'expérience qui sera sans doute beaucoup plus intéressant que ce que je vais vous présenter. Mais bon, je vais d'abord vous donner une vision, vous donner une première idée de ce qu'est l'initiative citoyenne européenne. Donc, l'initiative citoyenne européenne existe depuis 2011. C'est une innovation du traité de Lisbonne qui donne un droit d'initiative politique à un rassemblement d'au moins 1 million de citoyens européens provenant d'au moins 7 pays différents. Mais je vais y revenir. L'initiative citoyenne européenne, c'est un instrument unique qui permet de contribuer à façonner l'Union européenne en demandant à la Commission européenne de proposer de nouvelles lois. Oui, mais ça concerne quoi finalement? Eh bien, de nouvelles lois qui concernent le domaine de compétences de la Commission européenne. Donc, ça peut être l'environnement, la protection des consommateurs, l'agriculture, la pêche, l'énergie, divers domaines. L'ICE pour et par qui? Eh bien, pour créer une initiative citoyenne européenne, il faut d'abord être 7 citoyens de l'Union européenne en âge de voter, 7 citoyens européens de 7 pays différents. Et sachant que tous les citoyens de l'UE en âge de voter peuvent soutenir une initiative citoyenne européenne. Alors, je vais vous expliquer un peu rapidement quel est le processus pour déposer une initiative citoyenne européenne. Tout d'abord, il faut constituer un noyau dur d'organisateurs qui est composé, comme je vous l'ai dit, de 7 citoyens européens en âge de voter et résidant dans 7 pays de l'Union européenne. Donc, 7 citoyens, 7 pays de l'Union européenne pour ce noyau dur. Puis, il faut faire enregistrer l'initiative. Et il faut l'enregistrer sur le site web dédié à l'ICE de la Commission européenne, où là, vous devrez mentionner l'intitulé de l'initiative, les objectifs, les dispositifs des traités de l'UE que vous jugez pertinents pour l'action proposée. Et la Commission européenne va vérifier la conformité de votre proposition. Donc ça, c'est l'étape 2. Nous allons passer à l'étape 3, qui est le recueil des signatures. Vous devez rassembler au moins, à minima, 1 million de signatures pour faire valider votre initiative citoyenne européenne. Vous avez un délai de 1 an pour rassembler ces soutiens. Voilà, vous avez grosso modo un délai d'1 an. Et il y a un nombre minimal de signataires par pays qui est exigé, avec des seuils différents. Mais même les signatures qui n'ont pas atteint le seuil demandé sont comptabilisées. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape 4. Une fois que vous avez rassemblé tous vos soutiens, que vous avez au minimum 1 million de signatures, il va falloir faire certifier
les déclarations. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous demandiez à votre autorité nationale compétente de faire certifier le nombre de déclarations de soutien valables pour votre pays. En France, il faudra faire certifier ce nombre de soutiens par le ministère de l'Intérieur. Et vous avez 3 mois, 3 mois à la fin de 3 mois pour faire certifier ces déclarations après la fin de la collecte. Et enfin, les autorités nationales ont un délai de 3 mois pour certifier que c'est conforme et que vous avez de bon nombre de soutiens. Étape 5, il s'agit de présenter l'initiative à la Commission européenne. Donc, vous avez un délai toujours de 3 mois pour présenter votre initiative à la Commission européenne. Et enfin, une fois qu'elle est présentée à la Commission européenne, il va y avoir une phase d'examen. C'est-à-dire que vous allez être amené à rencontrer la Commission européenne, à être auditionné publiquement par le Parlement européen, où vous devrez défendre votre initiative citoyenne européenne. Puis, après examen, la Commission européenne va adopter une réponse formelle indiquant l'action qu'elle souhaite entreprendre et en exposant ses motivations ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. Si elle est adoptée par la Commission, la réponse adoptée sera au plus haut niveau et publiée dans toutes les langues de l'Union européenne. Et si elle décide de proposer une directive suite à votre initiative citoyenne européenne, elle va organiser des consultations publiques et des analyses d'impact. Et une fois adoptée, la Commission présentera votre initiative au Parlement européen et au Conseil qui adopteront. Voilà. Un exemple d'initiative, c'est Right to Water. C'est une initiative qui date de 2012. L'objectif principal, c'était de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Elle a été présentée en 2013 et la Commission européenne s'est engagée à défendre notamment l'accès universel à l'eau, à renforcer la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à la qualité de l'eau, encourager des approches innovantes dans l'aide au développement, promouvoir le partage de bonnes pratiques entre États membres, trouver de nouvelles possibilités de coopération. Voilà un exemple d'initiative. Donc, on peut dire que l'initiative citoyenne européenne, c'est un dispositif qui a 10 ans. Il y a près de 75 initiatives citoyennes européennes qui ont été présentées. Et en 10 ans, il y en a eu 5 qui ont abouti. C'est relativement peu. Donc, on peut parler d'un bilan pour l'instant un petit peu en demi-teinte, mais il y a une volonté de réformer cette initiative citoyenne européenne en traduisant de façon systématique les initiatives dans toutes les langues de l'UE pour faciliter la participation des citoyens européens, en réduisant le nombre de documents à fournir, en allégeant un peu les procédures administratives et en abaissant l'âge légal pour participer à une initiative citoyenne européenne à 16 ans. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Et cette proposition de réforme est actuellement à l'étude au Parlement européen. Voilà pour un premier panorama, un premier tableau de l'initiative citoyenne européenne. Maintenant, je vais laisser la parole à Élodie Pouet, si elle est arrivée. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Alors, je suis désolée, j'ai des travaux à côté. Ça ne devrait pas être trop bruyant, enfin, j'espère. Sinon, voilà, je m'en excuse par avant. Alors, donc, je m'appelle Élodie. Moi, je suis membre bénévole au sein de Sea Shepherd France. Et donc, je vais vous parler de l'initiative européenne. Donc, c'est Stop Finning, Stop the Trade. Donc, c'est pour mettre fin au commerce des ailerons de requins au sein de l'Union européenne. Pourquoi cette initiative? En fait, ça a été lancé avec Sea Shepherd en collaboration avec d'autres ONG pour mettre fin à ce trafic qui est absolument dantesque en Europe. Pourquoi? Les requins sont les grands architectes de l'océan. C'est les recordman de l'évolution. Ils ont façonné l'équilibre marin qui est complexe et fragile depuis 400 millions d'années. Et comment dire, leur extermination amorce l'effondrement de la vie marine dans son ensemble.
On n'a pas les chiffres exacts du nombre de requins tués par an. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme partie qui est faite de manière complètement illégale. Donc, ça passe sous les radars. Mais on estime, donc c'est entre 63 et 273 millions de requins qui sont tués chaque année. En 2013, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une première interdiction du shark finning. Le shark finning, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va détacher les ailerons du requin, on va rejeter le corps et on va uniquement ensuite débarquer les ailerons. Il n'y aura plus le corps qui est attaché. Donc ça, aujourd'hui, c'est interdit. On peut toujours prélever les ailerons au sein de l'Union européenne. Par contre, il faut que quand ils arrivent, ils soient attachés au corps de l'animal. Donc ça a été une première avancée. Mais en fait, il y a très peu de contrôle en mer. Il y a très peu de contrôle. Bon, ça, c'est ce qu'on met en lumière et ce qu'on dénonce au niveau d'énormément de nos campagnes. Et si on prend par exemple l'opération Dolphin Bycatch sur des côtes françaises sur les captures de dauphins, c'est vraiment ce qu'on met en lumière. Il n'y a pas de contrôle en mer. Donc, on a aujourd'hui, en fait, on est dans le cas où l'Union européenne, enfin l'Europe devient une énorme plaque tournante d'ailerons de requins. Et donc là, c'est pour interdire l'importation, l'exportation, mais également le transit des ailerons de requins au sein de l'Union européenne. On est sur un commerce qui est extrêmement lucratif. Donc, c'est une énorme menace qui plane sur les requins. Cette initiative, elle a été enregistrée le 2 janvier 2020. Le début de la collecte des signatures a été lancé le 31 janvier. En raison de la crise sanitaire, on a eu des délais qui ont été allongés systématiquement, heureusement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la force de communication qu'on peut avoir habituellement, et notamment avec des groupes locaux, pour ce qui est de la France en tout cas, des groupes locaux qui font des événements et qui vont parler des pétitions en cours, des initiatives qui sont lancées à droite à gauche, etc. Donc là, ça a été prolongé, si je ne dis pas de bêtises, sur fin janvier 2022. Donc, on a encore un petit peu de temps. Mais au final, ce qu'on a eu depuis le lancement en janvier 2020, donc ça commence à dater, il y a eu 200 000 signatures sur le million requis et 2 pays qui ont atteint le seuil. La France a été le premier, mais c'est très récent, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui a démarré très, très rapidement. Le deuxième, c'est le Portugal. Le troisième sera certainement l'Allemagne, puisqu'il fait partie de ceux qui ont les meilleures avancées. On a vraiment espoir, nous, de pouvoir avoir les 7 pays qui atteignent le seuil et le million de signatures requis, parce que c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et c'est très compliqué de sensibiliser autour des requins parce que l'industrie du cinéma en a fait des espèces de monstres, et puis les médias aident aussi énormément quand il y a des attaques et des accidents qui impliquent des êtres humains et des requins. Ça fait toujours les gros titres. Donc, c'est pas un animal qui, quand on grandit comme ça, qu'on a envie de bien aimer. C'est un animal, après, quand on connaît, qui est très, très complexe, mais quand on connaît son importance et quand on commence à regarder vraiment comme il est, c'est un animal qui est absolument extraordinaire, qui a survécu aux 4 principales extinctions de masse et qui ne pourrait pas nous survivre. Donc, c'est vrai que c'est très, très important de pouvoir les défendre. Et c'est vrai qu'on a déjà du mal à défendre, par exemple, sur l'opération des captures de dauphins. Pourtant, le dauphin a un super capital sympathie. C'est déjà dur de mobiliser vraiment un maximum de personnes sur ce sujet, même si les dauphins font l'unanimité. Pour les requins, il y a un réel enjeu qui est double, parce que c'est redonner en fait les lettres de noblesse du requin, reparler vraiment de son intérêt écologique, et expliquer pourquoi ils sont essentiels et les menaces qu'ils affrontent aujourd'hui, notamment voilà, le commerce d'ailerons qui est revendu énormément au marché noir, sur le marché asiatique. Il y a des saisies records qui, pareil, font l'objet de gros titres, des saisies records d'ailerons, comme on peut voir de temps en temps à Hong Kong. Et on a l'impression que c'est très, très loin, mais en fait, il y a un réel trafic également au sein de l'Union européenne, d'où cette initiative. Donc voilà un petit peu pour le pourquoi, le lancement, et où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça.
Est-ce que vous avez des questions? Jacques? Oui, c'est pas vraiment une question, mais je pense à des réactions médiatiques très importantes qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps avec une jeune Suédoise, hein, vous en souvenez tous, hein, et concernant les agressions à l'environnement, etc. Et en parallèle, on avait aussi ce qu'on appelait le name and shame au sujet du transport aérien, etc. Et donc, je me dis que est-ce que le fait d'avoir non pas toute une organisation, même si c'est essentiel, mais avoir aussi une figure de proue qu'on a eue autrefois avec cette jeune Suédoise ou comme d'autres cas précédents, est-ce que ça pourrait aider à faire progresser justement dans une démarche de ce type name and shame? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une méthode parmi d'autres, en effet, pour à la fois mobiliser, dénoncer et puis montrer. En plus, c'est assez intéressant l'exemple des transports parce que c'est des compagnies aériennes qui sont souvent très connues, qui affrètent ces ailerons et puis d'autres choses aussi. C'est sûr que ça pourrait tout à fait être un angle de communication. Un angle en tout cas de communication qui pourrait être assez intéressant. Là, on est plusieurs associations, donc je pense que chacune a mis un petit peu son savoir-faire en avant. Nous, on a vraiment montré en fait des images qui sont parfois choquantes, hein, mais de ce qu'on a pu observer lors de campagnes, notamment avec les partenariats qu'on a avec des gouvernements africains, quand on va arrêter des navires illégaux dans les eaux de ces pays et quand on ouvre en fait les cales et qu'on voit ce trafic. Voilà, on a vraiment voulu montrer à quoi ça ressemble le trafic. On a montré aussi des images assez choquantes du shark finning, mais parce qu'il y en a encore une fois, il y en a encore parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est sûr qu'avoir une personne comme ça qui pourra en parler, oui, bien sûr, il y en a, comme on a eu comment dire, si je prends l'exemple d'Hugo Clément, qui a vraiment mis en avant ce qui se passait avec les captures de dauphins au large des côtes françaises. Donc, c'est quelque chose qui peut être étudié. Il nous reste un petit peu de temps. Nous, ce qu'on espère surtout, c'est de pouvoir revenir à comment dire, une vie associative un petit peu normale avec des événements pour vraiment pouvoir aller en parler. Si déjà on a ça, on va dire qu'on sera content et on espère en tout cas que ça pourra se faire. On a des réunions avec les autres organisateurs des autres pays où on discute un petit peu ensemble stratégie. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué. Bon, on s'est très vite rendu compte que des personnes qu'on pouvait présenter comme ça, qui pouvaient représenter le mouvement, n'étaient pas forcément connues dans tous ces pays-là. Donc, il fallait vraiment une personne unique. Mais pour le moment, on en est resté à chaque association fait avec ce qu'elle sait faire. On a eu des bonnes avancées. Là, on a de très bonnes idées qui sont sorties de la dernière réunion. On espère juste pouvoir les lancer si on revient à une vie associative classique. Et ce qui est aussi très important, bon, je pense que vous l'avez dit, mais nous, on a fait justement une publication sur nos réseaux sociaux là-dessus hier, c'est d'expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'on a atteint un seuil que les signatures ne valent plus rien et qu'il faut vraiment continuer à signer parce qu'on avait vraiment des gens qui disaient ça y est, bon, bah, c'est bon, la France, nous, c'est fait. On n'a plus rien à faire. Et non, 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 surtout pas, faut continuer. Donc, on espère en tout cas voilà, se mobiliser et trouver, si ce n'est pas au niveau international, en tout cas au niveau national, oui, des personnes qui pourront en parler, tout à fait. Merci. D'autres questions? Il est possible de poser vos questions en anglais dans le chat aussi, hein, on traduira. Bonjour, moi je me présente donc Gauthier Palomo, je suis le collègue de Claire
qui organisons cette réunion. Mais c'était juste pour revenir peut-être pas sur directement la chasse de requins, etc., mais enfin, ce qui est impacté par ça. Mais c'est vrai que la représentation du requin, comme vous l'avez évoqué pendant votre présentation, elle est très négative. Voilà, moi je pense à surtout, moi je viens de la côte landaise. Bon, nous on n'est pas impacté évidemment, et je suis personnellement, enfin, je fais du surf, mais je sais très bien que sur les îles, notamment la Réunion, il y a des gros problèmes de perception de ce problème qui est, ce faux problème qu'est le requin vis-à-vis des sportifs là-bas. Mais est-ce que vous, lié avec cette enfin, avec votre ICE, est-ce que vous avez des actions, vous allez faire des actions vis-à-vis de cette perception que peut avoir le grand public vis-à-vis de vis-à-vis des requins? Parce que ça, c'est un gros problème si les Ouais, gens perçoivent. Oui. tout à fait. On a lancé Sea Shepherd Kids il y a bientôt 2 ans. Ça fera bientôt 2 ans. Et donc Sea Shepherd Kids on intervient déjà dans des écoles et on a réussi à le faire là, pendant la crise sanitaire. C'est une chance où déjà, voilà, dès le plus jeune âge, on leur explique vraiment le rôle déjà essentiel du requin. Et puis, on revient aussi sur nos expériences, euh, notamment sur bon, la potentielle agressivité de certaines espèces ou de certains individus. Comment ça se passe. On a énormément travaillé avec Sea Shepherd en Nouvelle-Calédonie, savoir comment eux, ils interviennent. Bon, même si la Nouvelle-Calédonie était un exemple, là, les plus trop depuis qu'ils vont fonctionner un petit peu comme à La Réunion. Et justement, sur le problème de La Réunion, c'est très... on a été très actifs sur l'île de La Réunion, tellement actifs que on est persona non grata là-bas. Et c'est en effet très tendu avec les surfeurs. Moi, je suis du Pays Basque. Et donc, pareil, dans la communauté de surfeurs que je connais, il y a vraiment 2 camps. Il y a le camp qui voit l'océan comme un terrain de jeu et trouve ça normal après un accident avec un requin d'aller faire ce que eux appellent des prélèvements, mais c'est-à-dire aller tuer tous les requins qu'ils croisent. Et pas forcément que les requins bulldog qui sont les plus impliqués. Enfin, on sait très bien qu'au niveau des palangres, au niveau de la Réunion, c'est des requins tigres, mais aussi des requins menacés d'extinction, des requins marteaux à licorne qui sont capturés. Et après, il y a l'autre école qui est de dire, en fait, c'est le territoire des requins. Et l'être humain s'invite sur ce territoire, à connaissance des risques. C'est comme quand on va faire du ski sur une montagne avec un risque d'avalanche à 5/5. Quand on va faire du surf avec où on a une eau turbide, où des ailerons étaient aperçus le matin et qu'après il y a un accident et qu'ensuite tous les bateaux quittent le port, parce que c'est vraiment ça, une attaque, tous les bateaux quittent le port. Ça contribue en fait tout ça à entretenir cette image de monstre. Et puis, il y a une fracture qui est faite avec l'océan parce que c'est pas notre milieu naturel. L'être humain vient de l'océan. On a du sodium en nous, tout ça, c'est les restes de l'évolution. Mais il ne faut pas oublier que l'océan, en fait, on l'a quitté. On a décidé d'y retourner avec ces énormes bateaux et tout ça, voilà. Mais c'est pas, on est des terriens, voilà, très clairement. Mais il ne faut pas oublier que l'océan, c'est 70% d'oxygène qu'on respire, c'est le principal puits de carbone, le plus grand régulateur du climat. C'est en fait notre principal support de vie sur cette planète. Et tout ça, c'est grâce aux espèces marines et à un océan vivant, ce n'est pas une masse d'eau inerte. Et parmi toutes ces espèces, il y en a qui sont des espèces clés de voûte. Et ça, c'est vraiment, c'est le cas des requins, les espèces clés de voûte. Et on commence à observer, et il y a les premiers rapports d'ailleurs qui vont bientôt sortir, sur l'impact de l'extinction et la disparition de requins sur certaines zones, de toutes les cascades trophiques et les dérèglements que ça a entraîné, voire l'apparition de zones mortes avec des explosions de méduses, tout ce dérèglement qui fait juste parce que les requins n'y sont plus. Donc nous, c'est vraiment aussi sur ça qu'on va appuyer, parce qu'on ne peut pas dire non, un requin c'est gentil, il faut aller nager avec les requins. On n'essaie vraiment pas d'infantiliser ça. On a des livres pour enfants, mais qui ne vont pas dans ce trait-là. Nous, c'est vraiment leur expliquer que
c'est un animal sauvage et comme n'importe quel animal sauvage, on ne peut pas avoir d'appartenance, on ne devrait pas en tout cas, on arrive à en avoir avec des autres, mais on ne devrait pas avoir ce désir de propriété, en tout cas, sur ces animaux. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les caresser, jouer avec ou autre que ça en fait nécessairement des monstres. Donc, c'est revenir un petit peu sur ces accidents. Après, le cas de la Réunion est vraiment particulier, très sensible, parce qu'il y a des jeunes et un adolescent qui sont morts, donc on ne peut pas... il faut toujours faire attention forcément aux propos qu'on va employer. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive ensuite dans le discours, parce que c'est ce qu'on nous dit souvent. Vous dites que la vie d'un requin vaut plus que la vie d'un enfant. À partir du moment où on a ça, il n'y a plus de débat, c'est complètement, ça part loin et on quitte l'essentiel. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent là-bas, mais oui, c'est un très très grand défi de réhabiliter le requin, comme de réhabiliter les loups ou les ours aussi dans les Pyrénées. Ça fait partie des prédateurs et je pense que l'être humain ne veut plus, enfin psychologiquement, je pense qu'on a un problème avec le fait de se dire qu'on peut avoir encore des prédateurs. Et on ne veut pas de ça, mais en fait le requin c'est un top prédateur dans l'océan. Tout le monde ne devrait pas avoir d'interaction avec lui. Maintenant on en a parce qu'on le cherche, parce qu'on cherche à aller sur son territoire. Mais c'est un animal qui est absolument extraordinaire. Et il y a je pense à Rob Stewart avec notamment Shark Extinction et tous ces documentaires qui sont absolument incroyables et qui montrent en fait toute la complexité. Et quand on regarde ces recordman de l'évolution, cette espèce de dinosaure vivant, enfin oui, on se dit que c'est quand même incroyable qu'ils aient survécu à tout ça et qu'ils puissent ne pas nous survivre parce qu'on en a peur ou parce que y a un business lucratif qui est fait sur eux. Donc ouais, ça c'est tout l'enjeu de Sea Shepherd Kids. Et puis après, on essaie bien entendu via les événements, quand on peut les faire encore une fois, parce que c'est compliqué depuis quelques temps, de réhabiliter les requins et d'expliquer. Enfin voilà. Après, en général, les gens qui en ont très peur, c'est pas des gens qui vont dans l'eau, qui vont dans des endroits où on peut les croiser. Mais bon, on a des réactions. Parce qu'on travaille énormément sur le sujet aussi de la vente de requins, notamment le requin renard en grande surface. On a beaucoup communiqué sur ça. Et on se rend compte que la majorité quand même des gens sont choqués de voir un requin renard qui est une espèce menacée en vente en poissonnerie. Donc c'est quand même en train de changer. On voit qu'aujourd'hui il y a de la compassion pour cet animal. Il y a des personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'en savoir plus. C'est pour ça aussi qu'on a bon espoir pour cette initiative. Mais c'est vrai que notamment l'auteur, j'ai oublié son nom, mais celui qui c'est un livre au tout début, donc qui a fait les Dents de la Mer et qui ensuite a donné au film, et il a eu tellement honte de ce qu'il avait fait. Il s'est rendu compte ensuite de l'impact qu'il avait eu sur les requins. Il a monté une fondation pour leur protection après. Mais oui, ça c'est sûr que Hollywood, pour ça, a toujours été très bon pour diaboliser cette espèce. Ouais. Merci. Merci à vous. Je vous remercie. Nos voeux de réussite pour cette initiative, en tout cas. Donc, merci, c'est gentil. On y croit. On va tout faire pour. Super, parfait. Merci beaucoup, Élodie, de nous avoir donné un peu de votre temps, de nous faire part de votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous de votre curiosité. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Veillerette. François Veillerette, vous êtes porte-parole d'une ONG qui s'appelle Génération Future. C'est bien cela? C'est une ONG. Tout à fait, c'est une ONG. Et vous êtes président de la branche européenne du réseau Pesticide Action Network. Tout à fait, qui regroupe des ONG d'à peu près 24 pays, ça change un peu tout le temps, plus de 30 ONG différentes, donc pour intervenir sur les questions relatives aux pesticides au niveau communautaire, au niveau européen. Très bien, merci, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter cette initiative citoyenne européenne, Sauvons les abeilles et les agriculteurs,
qui a été lancé en 2019, juste avant la pandémie en fait, et qui court toujours parce qu'il y a eu des délais supplémentaires accordés par la Commission, parce qu'effectivement, la période est compliquée pour aller recueillir des signatures sur une initiative citoyenne européenne. La plupart du temps, on n'a pas pu le faire dans les rues avec des signatures en papier. Donc, on a très, très peu de signatures papier, alors que c'est surtout ce moyen que les plus petites associations de terrain utilisaient pour recueillir beaucoup de signatures. Et on a fait pratiquement que du travail en ligne, ce qui limite l'efficacité, évidemment, de la démarche. Alors, pourquoi une initiative citoyenne sur les pesticides? Alors, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu une initiative citoyenne sur le glyphosate, qui est un herbicide, un désherbant, qui a été couronné de succès il y a quelques années. Et donc, l'ensemble des acteurs européens travaillant sur les questions d'agriculture et de pollution agricole a décidé de lancer cette initiative citoyenne européenne parce qu'on est à un moment de l'agenda politique où justement on a des choix à faire au niveau de la politique agricole communautaire, notamment parce que la Commission européenne a fixé un objectif de réduction de 50% de l'utilisation des pesticides dans plusieurs de ses stratégies, une stratégie sur la biodiversité et la stratégie appelée de la fourche à la fourchette, un farm to fork strategy. Et donc dans ces différentes stratégies, l'objectif communautaire est clair. Donc en fait, on est, une fois n'est pas coutume, à avoir une ICE, une initiative citoyenne européenne, qui finalement en fait soutient un peu la proposition de la Commission européenne, qui n'est pas forcément d'ailleurs soutenue par beaucoup d'États membres de l'Union européenne. Donc l'importance de cette initiative citoyenne est évidente, puisque la difficulté aujourd'hui va être de faire en sorte que l'objectif de réduction de l'utilisation des pesticides fixé par la Commission européenne, qui n'est qu'un objectif dans un texte d'orientation non contraignant, puisse être soutenu par les États membres afin que dans la directive cadre sur les pesticides, par exemple, et dans d'autres textes communautaires, on ait une reprise de cet objectif. Alors évidemment, ce n'est pas si facile, et voilà comment on a procédé pour essayer de faire avancer les choses. Déjà, donc, après avoir présenté le contexte européen, pourquoi vouloir sortir des pesticides? Les arguments sont connus maintenant, pollution des eaux, pollution des écosystèmes, avec une autre espèce symbolique impactée, les pollinisateurs, notamment les abeilles, qui, heureusement pour elles, a une image, une cote de sympathie extrêmement élevée. D'ailleurs, c'est tout à fait injuste la perception qui existe pour les requins, mais là, les abeilles ont cette chance-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas aujourd'hui à enrayer leur effondrement, comme l'effondrement d'ailleurs un peu général des écosystèmes dans les zones agricoles, puisque les insectes, disons, sont impactés les premiers, les espèces végétales et la biodiversité végétale également, et derrière les oiseaux, etc. Donc, après ce constat, on explique nos objectifs, nos demandes principales, donc l'élimination progressive des pesticides de synthèse, donc vraiment les pesticides qui posent le plus de problèmes, à un horizon de 15 ans, avec une première étape de réduction de 80% dans au bout de 10 ans, ce qui est ambitieux, mais ce qui finalement est assez proche de l'objectif de moins 50% soutenu par la Commission européenne. Des mesures spécifiques pour rétablir la biodiversité, donc arrêter de la dégrader, mais après il faut travailler notamment sur le changement de pratique, mais aussi sur les continuités écologiques pour rétablir la biodiversité et son bon fonctionnement des écosystèmes, et un soutien aux agriculteurs pour pouvoir mettre en place les nouveaux systèmes de production qui permettront justement de sortir de ce système agricole très très dépendant des pesticides de synthèse tel qu'il est actuellement. Également, on a présenté les membres de ce groupe d'associations, de ce core group d'associations qui ont lancé l'ICE. Alors, on est au départ 7 individus et associations en Europe à avoir lancé ces initiatives. Vous avez les noms ici, je fais partie de ces personnes-là, mais il y a des gens donc, en Roumanie, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, etc., ou en Grèce, et toute une série d'associations qui aujourd'hui constituent le noyau dur de l'initiative citoyenne européenne, mais on a un deuxième cercle de plus de 140 maintenant associations qui viennent soutenir cette initiative, qui ne sont pas donc le comité exécutif, je dirais,
cette ICE, mais qui soutiennent dans leurs différents pays et en Europe l'initiative citoyenne européenne. Alors, ce cercle a tendance à grossir de plus en plus, mais c'est absolument clé d'avoir de plus en plus d'associations, petites, grandes ou moyennes, qui relayent l'appel à signature pour pouvoir justement avoir assez de signatures pour pouvoir en faire un succès. Avec un objectif, avec des contraintes, un objectif double, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir le seuil atteint dans 7 pays différents et globalement, deuxième objectif, au moins 1 million de signatures validées sur l'ensemble des pays. Alors c'est tout à fait pour ça d'ailleurs que, comme c'était souligné auparavant, il est vital de se battre pour avoir la moindre signature, même dans un pays où l'objectif est déjà atteint, puisque le score global d'1 million de signatures, il ne fait pas le tri selon le pays de provenance des signatures, mais chaque signature compte exactement de la même manière. On a aussi, donc, après avoir constitué ces collectifs, travaillé pour fournir du matériel de campagne pour les différents partenaires de cette initiative citoyenne européenne avec des formulaires de signature papier dont malheureusement la crise sanitaire a diminué l'efficacité pour ne pas pu aller faire signer les gens dans beaucoup de réunions physiques ou dans les rues, des brochures, des posters qui permettent de faire la publicité de cette initiative, et puis des textes et des vidéos qui sont aussi autant de moyens de rendre connu et de communiquer donc, sur cette ICE. Je dirais que dans les autres moyens qu'on utilise, il y a aussi des recherches de partenariat avec des plateformes de signature de pétitions notamment, qui peuvent être des moyens extrêmement intéressants et efficaces pour avoir beaucoup de signatures, puisque quand des plateformes comme Avaz ou Samovos ou d'autres, j'en oublie beaucoup et je m'en excuse, reprennent et soutiennent un appel à signer une initiative citoyenne européenne, leur puissance de feu fait la différence et peut amener très rapidement plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de signatures. Donc c'est important de travailler également en coordination avec ces acteurs-là. Voilà, globalement, notre initiative citoyenne, elle prend la forme d'un masque de saisie sur les différents sites internet des partenaires. Il y a le site internet de l'initiative citoyenne lui-même, et après, les associations membres peuvent reprendre, si elles le souhaitent, ce qu'on appelle le widget de la campagne, ce qui consiste à inclure un masque de signature de ce type dans le propre site de l'association partenaire. Donc la signature est assez simple. On va saisir effectivement ces renseignements personnels, avec toutefois un élément d'importance, c'est que les exigences en termes de confirmation d'identité ne sont pas les mêmes selon les pays. Il y a des pays comme la France et beaucoup d'autres qui demandent, par exemple, un numéro de carte nationale d'identité, un document équivalent dans d'autres pays. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui n'ont pas ce niveau d'exigence, et évidemment, ça a des conséquences énormes sur le niveau de signature. Par exemple, en France, on vient de quelques mois de dépasser le seuil requis en signature d'à peu près 55 000. Mais nos amis allemands, aujourd'hui, ont plus de 270 000 signatures sur cette même initiative citoyenne européenne. Pas parce qu'en Allemagne, on est plus mobilisé sur la question des pesticides, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, mais parce que ça se présente sous la forme d'une simple pétition. On n'est pas obligé de donner son numéro de carte nationale d'identité en ligne, et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui, en France, freine beaucoup de personnes qui ne veulent pas mettre en ligne, saisir en ligne leur numéro de carte nationale d'identité. On les comprend, hein. On n'en veut pas du tout. On leur essaie de leur expliquer que c'est très sécurisé, et ça l'est dans les faits, hein, au niveau informatique, au niveau de l'Europe, mais il y a une défiance, effectivement. Donc ça fait partie des points qui seraient en train de se régler, j'ai cru comprendre, vers une harmonisation du système dans lequel il y aurait pu un niveau d'exigence aussi élevé que celui de l'exigence de la production d'une carte nationale d'identité. Mais pour l'instant, nous, on est encore sous l'ancien système, et c'est quelque chose qui nous handicape terriblement. Je pense qu'en France, sans cette exigence-là, on aurait facilement 100 000 à 200 000 signatures en plus, puisque des pétitions standards sur les pesticides font facilement ces scores. Il y en a même une qui a recueilli l'appel des coquelicots, plus d'1 million de signatures l'année dernière. Voilà donc les objectifs aujourd'hui. Donc ça, c'est la carte qui illustre dans nos outils de suivi de la campagne
le niveau où on est chacun. Vous voyez qu'en France, on est à 107, presque 108% d'objectifs. Alors, c'est toujours bien de dépasser un peu parce que après, il y a un examen des différentes signatures par les États et il y a peut-être un certain nombre de signatures qui ne seront pas validées pour des raisons techniques, un défaut dans un renseignement qui peut manquer ou une erreur de frappe dans le numéro de carte d'identité, par exemple. Donc, c'est toujours bien d'avoir en compte au moins 10% de plus pour pouvoir être sûr qu'on a un matelas de sécurité. Et vous voyez, pour l'instant, on a 6 pays qui ont atteint le seuil, hein, donc la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et j'en oublie un, la Roumanie, voilà, avec des pays comme la Hollande qui sont à peu plus de 70%, le Danemark un peu plus de 80%, donc tous ces pays-là vont atteindre l'objectif bientôt, on les aide à essayer de l'atteindre. Nos amis du sud de l'Europe ont un peu plus de mal à décoller, donc là ça va être plus compliqué, mais même s'ils n'atteignent pas le seuil, chaque signature recueillie dans ces pays-là sera essentielle, puisqu'on aura très certainement nos 7 pays au seuil sans aucun problème, peut-être même 8 ou 9 bientôt. Ceci dit, vous voyez qu'on n'est qu'à 569 369 signatures, donc on a encore, c'est bien, mais il nous reste jusqu'au 30 septembre seulement pour recueillir ces signatures. On a eu des délais supplémentaires de la part de la Commission européenne qui a compris la difficulté de la période et on le remercie. Voilà, donc il faut qu'on se batte dans ces derniers mois vraiment de manière résolue pour atteindre ce seuil. C'est encore possible, mais il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour atteindre ce million de signatures. Donc s'il y a des acteurs qui veulent nous aider à le faire, on les en remercie d'ici là. Et moi, je reste à leur disposition pour donner tous les renseignements nécessaires, puisqu'il y a peu d'ICE qui sont allés au bout jusqu'à présent. On pense qu'on peut en faire partie, mais il ne va pas falloir qu'on s'endorme sous la torpeur estivale. Hein. Il va falloir qu'on travaille, y compris en juillet et en août. Voilà. Donc, pour les personnes que ça intéresse, il y a un site de l'Union européenne qui est extrêmement intéressant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui regroupe un peu les différentes étapes de dépôt d'une ICE. Vous l'avez expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est très important et intéressant d'aller sur ce site. Ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vous encourage à y aller pour découvrir le processus. Et puis voilà sur ce site, notre initiative citoyenne avec le nombre de signatures qui figure sur ce document-là. Mais voilà la date limite de notre ICE qui est au 30 septembre prochain. La collecte est encore en cours. Et vous avez même un lien justement pour la soutenir aussi directement depuis ce site de l'Union européenne. Le site de l'ICE lui-même, mis en place par les associations, dans sa version en langue française, c'est celui qui est en dessous. Voilà, je ferai trop vous encourager à le diffuser si ça vous intéresse, si vous voulez soutenir cette ICE, dans les quelques mois qui nous restent pour atteindre, on espère, un succès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo pour cet engagement. Merci. On souhaite vraiment de réussite pour cette ICE qui a vraiment du sens. Est-ce que parmi vous, il y a des questions, des personnes qui souhaiteraient poser des questions? Oui. Oui. Voilà. Oui, je peux? Oui, vas-y. Ah, ok. Donc, la question qui me vient tout de suite, c'est que là, il s'agit bien d'initiatives purement citoyennes. Donc, on demande à des individus, à des personnes de réagir. Je suppose qu'il y a déjà des liens qui se font avec des institutions. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Sur notre petite commune rurale, on a eu dans le passé des problèmes avec des disparitions importantes d'abeilles, etc. Et donc, il y a eu une petite initiative locale de citoyens disant, ben voilà, on veut effectivement lutter contre les pesticides, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que entre l'initiative individuelle, votre association, et des initiatives locales, soit d'associations, soit quelquefois de mairies, par exemple, ou d'intercommunalités, comment on peut faire mieux ce lien, même si, au bout du compte, il s'agit bien de signatures individuelles qu'il faudra obtenir et pas de signatures d'institutions. Mais je sais que, notamment dans nos petites communes rurales françaises, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement obtenir ou le faire savoir. Et donc,
à minima, est-ce qu'il y a des moyens de communication qui peuvent être en quelque sorte utilisés, diffusés vers des communes pour faire savoir cette démarche qui a une vraie sensibilité spécialement dans nos communes rurales, mais pas seulement. Merci. Oui, je peux répondre maintenant. Alors, merci beaucoup pour cette remarque, question qui est très pertinente. Effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas été encore à la rencontre des communes, par exemple. Pourquoi? Parce que, disons que l'habitude des ONG, c'est de travailler dans leur réseau, et c'est que nos réseaux sont plutôt des réseaux d'associations d'autres ONG, et que la visibilité sur les communes qui sont en lutte, etc., sur ces sujets-là, elle est partielle. C'est-à-dire qu'on en connaît un certain nombre, il y en a, mais on ne les connaît pas toutes. Donc c'est après une fois qu'on a réalisé que c'était important, et on l'a fait, mais assez tardivement, j'en conviens, il faut trouver les données et trouver les contacts. Donc il y a une association, par exemple, des maires contre les pesticides, qu'on a pu croiser, nous, avec l'avocate Corinne Lepage, etc. Mais on sait que ça représente qu'un tout petit nombre des associations, des communes qui ont vraiment mis en place des choses. Hein. Il y a énormément, sur les 36 000 quelques communes françaises, de communes petites, moyennes et plus grandes qui ont mis des choses en place. Donc ça fait effectivement maintenant partie de notre plan de bataille pour la phase un peu terminale de l'ICE, avec un certain niveau de difficulté de l'accès aux données. Donc, s'il existait, par exemple, une amicale des maires ou des communes impliquées dans ces questions-là, que nous, on ne connaîtrait pas, on est preneur des informations ou des liens, parce que ça peut être aussi trouver, comme dans une pelote de laine, le bout du fil pour tirer dessus. Si on trouve le bon élu qui, lui, connaît tout le monde, ou une commission dans l'Union des maires de France, ou je ne sais quoi, eh bien, ça permet effectivement de faire passer rapidement l'info à toutes les personnes intéressées. Je vais donner un exemple qu'on connaît sur notre secteur. Donc, nous, c'est le Vaucluse. Il y a eu, de la part d'ONG, il y a 2 ans, ce qu'ils appelaient ces Glyph Awards, c'est-à-dire, en gros, en quelque sorte, démontrer qu'il y avait une surutilisation de glyphosate, de pesticides dans certaines communes. Et il ne s'agissait pas d'incriminer les agriculteurs eux-mêmes, mais bien de dire cette surutilisation de glyphosate. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des protestations qui sont manifestées en disant oui, mais cette surutilisation nous menace l'environnement, menace les abeilles et tout. Donc, je pense qu'effectivement, il n'existe pas, puisque vous avez cité le cas des réseaux de communes, dans l'Association des maires de France, ou de l'Association des maires ruraux de France, il y a forcément des associations départementales qui peuvent très bien y être sensibles. Et parmi vos différents adhérents, c'est, je pense, relativement facile de dire le contact pour l'association locale, c'est celle-ci, c'est tel individu, c'est tel élu, etc. Voilà. Je pense que ça peut être un relais efficace. Après, ça ne veut pas dire que l'association elle-même va s'engager, mais au moins, elle va faire connaître. Et faire connaître, c'est connaître ce qui se fait localement et ce qui se fait connaître ailleurs. Donc, je pense que ça peut être un bon relais, non pas tant au niveau national, mais à la multiplication du niveau local. Ok, merci pour le conseil. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pareil, encore une fois, je me permets de prendre la parole sur votre initiative. Voilà, je la salue, elle est vraiment très très intéressante. Et ça fait particulièrement écho parce que, comme je l'ai dit juste avant, moi je viens de la côte landaise et pareil, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des associations de protection de l'abeille noire, qui est des Landes, de son nom. Et voilà, les Landes, on sait très bien aussi que c'est au niveau des utilisations de pesticides, de l'agriculture intensive avec les cultures de maïs, bon, c'est quelque chose de bien répandu. Mais je voulais plutôt me tourner vers la carte que vous avez montrée dans une de vos dernières slides. C'était au niveau des pays qui étaient signataires. Et je trouvais ça étonnant, enfin étonnant, oui et non. Mais est-ce que vous avez peut-être des éléments à apporter sur pourquoi les pays, notamment de l'Est et du Sud, alors que ce sont des gros producteurs, l'Espagne
les pays de l'Est, bon, j'en ai pas en tête particulièrement, mais il me semble que beaucoup de pays de l'Est sont producteurs de miel, bon, en l'occurrence, mais bon, je veux dire par là que ça stimule l'économie, etc., et qu'ils ne sont pas plus signataires, pas plus impliqués pour impliqués entre guillemets, ou qui n'ont pas Oui, réussi oui. à impliquer. Alors, c'est une question essentielle, hein, que moi je me pose tous les jours aussi. Effectivement, l'Espagne, qui est maintenant d'ailleurs le plus gros utilisateur de pesticides d'Europe, hein, juste devant la France ou ex aequo, ça dépend des années, à peu près, à peu près à moins de 30% de son objectif. Donc, on peut se poser la question pourquoi. Bon, après analyse, on a des contacts en Espagne, mais il se trouve qu'il n'y a pas vraiment d'association spécialisée sur ces questions-là de manière unique, un peu très spécialisée. Et donc, la structuration du mouvement un peu écologiste là-bas et associatif fait que ça n'a pas un écho qui est le même qu'en France, où depuis plus de 20 ans, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait par les différentes ONG, pas seulement par Génération Future, mais d'autres évidemment. Ce qui fait qu'en France, le sujet est assez mûr pour rencontrer un succès, un bon succès, comme en Autriche par exemple. Là, il y a eu aussi beaucoup de travail de la part, surtout Global 2000, les Amis de la Terre là-bas en Autriche. Et donc, ça tient aussi à la présence ou à l'absence d'acteurs performants, on va dire, organisés avec un peu de moyens, et des réseaux et des fichiers de contacts et d'adhérents qui peuvent mobiliser des milliers de personnes assez rapidement. Ce qui apparemment en Italie n'est pas non plus très très courant. On a des contacts, des relais, des associations membres du collectif d'associations de policiers en Italie, mais il n'y a pas eu voilà, le même élan. Et je pense qu'en fait, tout ça, ça reflète, c'est pas un hasard, c'est parce que je pense qu'on pourrait le corréler à l'absence de campagnes sur cette thématique, enfin de campagnes qui ont fait du bruit sur cette thématique pendant les 5 à 10 années passées. Voilà, donc malheureusement, ça montre qu'on ne peut pas mobiliser les gens comme ça juste parce qu'on fait une campagne de com et que s'il n'y a pas de terreau suffisant au niveau associatif et d'organisation à peu près structurée derrière, ben, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc, heureusement, il y a des pays qui compensent largement ça, et même à l'Est d'ailleurs, où la situation est contrastée, hein, parce qu'on a la Roumanie, la Bulgarie qui sont voilà, au-dessus du seuil, mais la Pologne, par exemple, qui est un pays clé aussi, parce qu'il y a beaucoup d'habitants en Pologne, il y a beaucoup d'agriculture très intensive, mais là-bas, la thématique environnementale, elle n'est pas portée en Pologne, hein. D'ailleurs, les différents gouvernements ne sont quand même pas réputés récemment pour être très écolos, c'est un euphémisme, hein. Au contraire, je veux dire, les gaz de schiste étaient beaucoup développés là-bas, et puis le regard des dirigeants polonais était plutôt braqué par-dessus l'Europe vers les États-Unis que plutôt des soucis politiques de faire de l'Europe un espace qui protège les droits à la fois sociaux et environnementaux. Donc voilà, il y a aussi cette dimension des orientations politiques, je dirais un peu sociétales, majoritaires dans les différents pays qui font que ça peut ne pas bien fonctionner. Donc, en fait, ça dépend des pays, parce que si on regarde plus au nord, la Suède n'a pas un tellement bon bilan dans cette ICE non plus. Pourtant, il y a des préoccupations écologistes importantes dans ce pays, mais les pesticides, ce n'est pas un dossier fondamental. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'agriculture qui est la même qu'en France, par exemple, ou en Espagne. Et que donc, de fait, il n'y a pas les mêmes impacts environnementaux. Donc, voilà, on a des cas de figure très différents. Les situations donc locales et l'organisation du monde associatif expliquent ces différences nationales. Puis aussi, il y a des pays où on a la chance d'avoir des gens extraordinaires qui rattrapent un peu ça chez nos différents partenaires, et des pays où on n'a pas cette chance. Ça fait aussi la différence. Je vous remercie pour votre réponse. Je redonne la main à M. Lecunière. Ouais. Oui, juste, dans cette réponse, ça me rappelle, et notamment la faiblesse un peu de contact concerne l'Italie, je pense, ça m'a rappelé qu'il y a un réseau qui me paraît très intéressant à contacter, c'est le réseau des biodistricts, biodistretti,
en Italie, à partir duquel, comment dire, après, il y a beaucoup d'initiatives qui ont essaimé, pas beaucoup en France, il y en a en gros qu'une dans la Bio-Vallée, dans la Drôme, mais dans d'autres pays, en Allemagne, Autriche, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir les contacts avec ces biodistricts. C'est eux qui disent, en gros, nous, on ne cherche pas être déclaré à tout prix, agriculture biologique et tout ça. Mais ce qui nous importe, c'est que sur tout un territoire, il y a un ensemble d'initiatives individuelles pour la non-utilisation de pesticides. Et je pense que cet esprit-là, normalement, devrait être très ouvert, effectivement, la démarche que vous entreprenez. Biodistretti en italien. J'ai noté, je vous en remercie. On va souffler ça dans l'oreille de nos collègues italiens, vérifier s'ils les ont contactés ou pas. Et donc, on va, voilà, une autre piste, merci. Je me fais le relais de Lydia Abadanei, qui est roumaine, qui assiste à notre conférence et qui dit que votre initiative citoyenne européenne, c'est un des combats majeurs pour cette année, que cette bombe chimique que sont les pesticides ont tué des milliers d'abeilles en Roumanie seulement. Enfin, voilà. Donc, elle soutient pleinement cette initiative. Merci, je ne vais pas la contredire. D'autres questions ou remarques? Non. Alors, nous allons clore cet atelier par une petite question qu'on va vous poser. Alors, je vais partager mon écran un instant. Yana, je te laisse la main. Oui, merci. Donc, on voulait vous poser une question et pour ça, on va vous demander de soit scanner le QR code qui apparaît à l'écran ou alors vous pouvez directement taper dans votre moteur de recherche Slido ou sur le site www.sli.do et vous pourrez rentrer le code qui s'affiche à l'écran, pareil, 342 760 sur le site et vous pourrez participer avec tout le monde à la question qu'on va vous poser. Je me permets de faire la voix sûrement de tout le monde, c'est qu'on ne peut pas scanner le QR code, du coup il y a un petit bandeau noir devant. Claire, tu retires ta souris. Je ne sais pas comment on enlève. Voilà, c'est bon. Oui, ici il était sur la slide suivante. Ouais. Pardon. C'est bon? Je passe à la suivante? Oui, je pense que tu peux. Donc, notre question, ce serait de connaître, de savoir quels sont vos thèmes à vous de prédilection qui vous intéresseraient et pour lesquels vous serez prêt à signer ou bien un thème pour lequel vous seriez prêt à d'être porteur d'une initiative dans le cadre d'une initiative citoyenne européenne. Donc, vous pouvez écrire les mots, les thèmes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole et justifier vos choix. Sachant que nous ferons remonter vos préoccupations, vos thèmes de prédilection à l'Europe, à la Commission européenne.
Donc on a quand même deux mots qui reviennent globalement, donc le climat et les discriminations. Donc je vois aussi parmi les mots les droits des femmes, la situation des migrants, et au niveau du climat, donc le changement climatique, l'environnement, les pesticides. On a aussi, des mots autour de la jeunesse, la mobilité des jeunes et aussi la citoyenneté. D'autres participations? Eh bien, merci à tous. Nous avons les mots de la fin, les thèmes de prédilection de notre atelier. Je vous remercie pour votre participation à cet atelier. Je remercie Élodie Pouet et Monsieur François Veillerette pour votre participation, ainsi que tous les participants qui se sont mobilisés pour cet atelier. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour une conférence sur l'état de droit en Europe. Donc, un thème radicalement différent. Voilà, nous varions les plaisirs. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci pour les Au revoir, propos. merci à vous. Au revoir, Au merci. revoir à Au tous. revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Thank you. Bye. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Thank you. Goodbye.